Fabry, notaire à Charmes, mentionne dans un acte de 1480 les limites du clos du maître de Crussol, clos qui accueille aujourd'hui l'hôtel de ville que nous inaugurons. La première occupante de ce lieu, c'est la vache du clos. L'intendant du seigneur de Crussol réserve le lait de la traite pour les résidents du château. Nous sommes alors en 1540. « 1719. Sous Louis XV, Pierre Bouchon, marchand de soie et cabaretier à Charmes, achète le clos, voisin de sa remise, à la famille de Crussol, alors confortablement installée à Uzès. Il achète également les droits d'eau pour sa nouvelle propriété et pour aménager une fontaine haute royale conduisant au péage. De 1746 à 1749, Louis Bouchon, notaire royal, fils de Pierre Bouchon, fait construire sa belle maison, comme se plaisent à l'appeler les habitants du lieu. Il acquiert, auprès du seigneur de Crussol-Uzès, l'autorisation de prendre les matériaux des vieux murs du château de Charmes, en particulier les belles pierres de taille de la chapelle. Devant l'émotion naturelle des paroissiens, le curé s'empresse de rappeler le caractère sacré de cet édifice en y réinstallant un crucifix. Cela a pour effet d'interrompre pour quelques jours l'enlèvement des pierres. Les villageois se souviendront longtemps des bons mots de Madame Bouchon, prétendant que ces pierres permettraient de venir dire la messe chez elle. Engendre de nombreux mécontentements, comme celui de la boulangère de Saint-Georges qui ne perçoit pas le montant de la nourriture et du pain consommé par les bâtisseurs. Louis Bouchon devient en horreur dans tout le canton et passe pour une peste publique. Il goûte même aux joies de la prison à Montpellier. En installant au fronton de sa porte l'effigie du roi Midas, qui, comme chacun sait, transformait en or tout ce qu'il touchait, Louis Bouchon pensait-il faire illusion sur les titres de noblesse qu'il voulait s'attribuer? Il n'hésitait pas à usurper le titre de seigneur de Blou pour signer certains documents, titre qu'il était le seul à se reconnaître. À sa mort, en 1779, Louis Bouchon laisse une maison délabrée, des jardins à l'abandon
et une dette d'impôt énorme vis-à-vis de la communauté de Chasles. Ce personnage n'est pas sans rappeler la grenouille de la fable de La Fontaine, grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. » La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme des grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Intervient alors Barthélemy Ducrot, acteur principal de l'affaire de Charles. Notaire de son état, greffier de la communauté de Charles, notaire féodiste sous l'Ancien Régime, il est acquis aux idées nouvelles à l'aube de 1789. En qualité de greffier de la commune, il a combattu Louis Bouchon pour lui faire payer les arriérés d'impôts dont il se disait dispensé par sa qualité de noble. N'ayant jamais acquis ces titres de noblesse, Louis Bouchon était à la merci de Ducrot, qui possédait les documents permettant de le traduire devant les tribunaux. Bouchon va finalement céder ses biens à François de Lille, procureur de son héritier, à charge pour lui d'en payer les dettes. Ducrot, en sa qualité de greffier et de syndic, puis de maire en 1790, qui a conservé toutes les pièces de cette affaire, achète au sieur François de Lille la maison avec un clos ayant appartenu au sieur Bouchon. Grâce à nos canonniers. Voici Barthélemy Ducrot, propagateur des idées révolutionnaires, propriétaire d'une maison pur produit de l'Ancien Régime. Pendant la période où Ducrot occupe la maison, il n'est plus question de dette attachée à la demeure et il fait mettre un terme aux poursuites. Lorsqu'il quitte la mairie en 1792, Jean-Antoine Menet, le nouveau maire, son adversaire de longue date et ennemi juré, ne pourra pas récupérer les pièces relatives à cette affaire. Après les terribles années de terreur, au cours desquelles Menet, maire, et Limousin Curé ont été guillotinés à Lyon, Ducrot revendra en 1806 la maison à un marchand de biens. En 1816, Barthélemy Ducrot est décrit par le maire Jean-André Menet, fils du maire guillotiné, comme parfaitement insolvable. La boucle est bouclée, vengeance est faite, et la maison va bientôt changer de main pour connaître une période de rénovation et de faste. Nous voici sous l'Empire. Originaire du Cheylard, Toussaint de Mirabel, écuyer, ancien gendarme de la garde du roi, s'installe en 1809 dans la belle maison avec son épouse, Dame Louise Victorine de Nérieux et ses 3 enfants, Alfred, Julie, Marie-Marguerite.
Les travaux entrepris dans la maison lui confèrent à présent le titre de château. On y mène grand train. En témoigne l'inventaire dressé par un notaire en 1817 à la mort de Toussaint de Mirabel. L'on voit en effet que la maison est aménagée pour recevoir. Salle à manger, office, cuisine dotée d'une batterie d'assiettes et de plats en étain, 50 nappes. Les salières sont en cristal. Petit salon voûté, salon de compagnie, 8 chambres et 34 paires de draps. Parmi le mobilier en noyer, 12 fauteuils en étoffe de soie, une bibliothèque riche d'une centaine de livres reliés où figurent Buffon, Molière, ainsi que de nombreux ouvrages ayant trait à l'agriculture. Après la disparition de Louise Victorine de Nérieux en 1819, Alfred, fils aîné, devient propriétaire. Il va morceler maisons et jardins en une vingtaine d'euros. Avec cette division, le château va perdre son intégrité. L'escalier intérieur monumental disparaît. Des ouvertures de la façade arrière vont être modifiées. Les 7 logements vendus à la date du 29 juillet 1829 vont perdurer jusqu'à ces dernières années. Le château a perdu son faste, mais la vie quotidienne s'y installe. Au fil des années, il connaîtra un notaire, un cordonnier, des cultivateurs, un serrurier, des religieux, des écoles, un limonadier pour lequel le perron a été partagé en deux, pour faire place à une maison d'habitation qui masquera pour plus d'un siècle une importante partie de la façade. Lors de la dernière guerre mondiale, un explosif allemand a eu raison de la porte principale et causé des dégâts dans les structures. Ironie du sort, clin d'œil de l'histoire, à partir de 1990, soit 250 ans après que le premier propriétaire, notaire orgueilleux, ait accumulé une dette énorme envers la communauté, la collectivité prend possession de la belle maison pour la restituer à la population de Charmes et la sauver d'une ruine certaine. Ce bref historique a été réalisé par l'association de sauvegarde du patrimoine, les Compagnons de Charmes, à l'aide de documents d'archives.
les tréteaux de l'endroit ont prêté leur voix pour le montage sonore de cette production. La mise en onde est de Jean-Claude Fabry. À tous, merci.
L'histoire, quand même. Hein. Oui.